Merci Renaud, merci les organisateurs de m'avoir invité à présenter cet ouvrage. Alors comme vient de le préciser Renaud, effectivement Gilles Richard pensait même, je pense jusqu'à 48 heures, pouvoir se libérer, mais un certain nombre de mémoires lui sont tombées dessus un peu inopinément, et des jurys, donc il regrette de ne pas être avec vous, et surtout d'être avec moi, parce que, et moi je regrette beaucoup qu'il soit absent, parce que vous avez dû observer que Presse universitaire de Rennes, mais c'est dans la collection Histoire, et je suis politiste, donc je vais, alors là il y a encore des historiens dans la salle, là c'est totalement, je veux dire, d'usurpation d'identité, parce que je vais parler d'un livre d'histoire qui a quand même, voilà, qui est à la croisée, comme on dit, de deux disciplines, hein, la science politique y participe, mais je peux quand même dire que le corps même de l'ouvrage reste quand même une perspective historique. Donc, pour revenir aussi un petit peu comme les collègues, et ça permet aussi, surtout pour les étudiants, de voir la variété de, je dirais, de trajectoires pour arriver à un livre. Claude Martin, ce matin, c'était, je dirais, à la suite d'une demande institutionnelle, d'un programme de recherche. Pour d'autres, c'est à la suite, à la fin d'une ANR, etc. Christian Lebarthe reste notre artisan ouvrier à l'ancienne qui fait son ouvrage à lui et son chef-d'œuvre de chaque année. Chaque année, il y a un ouvrage, enfin pas loin. Donc lui, il est auto-entrepreneur aussi parce qu'il choisit son sujet, tout ça. Alors, nous aussi, on est un peu une mixture parce que Gilles Richard et moi, on est donc politistes et historiens. On s'est retrouvés avec, je dirais, un petit peu comme Christian, on est quand même encore des auto-entrepreneurs. On n'a pas été orienté par une ANR ou par un programme de recherche pour se retrouver à travailler sur ces questions-là. Par contre, ce qui nous avait rassemblés, surtout à l'époque, donc autour des années 2012, 13, 14, c'était le fait que Gilles, alors c'est aussi lié à des trajectoires d'acteurs, Gilles Richard était membre du laboratoire, et on était membre d'une même équipe qui devait s'appeler à l'époque Mobilisation, Citoyenneté et Vie Politique. Et il y avait un tout petit pan, une petite niche autour des partis politiques. Et je le dis clairement, Gilles Richard se sentait un peu seul en historien. Et moi, j'étais aussi un peu seule parce que je travaillais initialement sur les partis politiques, et en particulier un parti qui s'appelait le Parti des Verts. Donc moi, je suis venue de là aussi au départ dans mes recherches, et donc c'était un moment aussi, on s'est retrouvés sur un sujet qui n'était pas forcément financé par un programme de recherche, mais qui s'est retrouvé sur l'idée de faire de croiser comme on dit, nos regards. Ça aussi, vous avez trouvé beaucoup dans les bibliographies, regards croisés sur un objet. Il y a toujours des objets qui sont vus par des regards croisés. Donc là, c'était un peu l'idée. Gilles Richard, là je parle à sa place, tant pis pour lui, il avait initié déjà un cycle de conférences sur ces questions de partis politiques, sur aussi la période, je dirais, à partir des années 70. J'avais participé, moi, à un colloque précédent aussi sur les partis politiques, donc on s'était aussi un peu acculturés les uns aux autres. Et ce qui est un peu l'obsession de Gilles Richard, ce sont les partis politiques. C'est un spécialiste des partis de droite, mais pas que, mais quand même. Donc il est quand même souvent, il a un tropisme sur les questions de droite. Et aussi, il tenait, il avait une idée, c'était que dans les années 80, et c'est un peu la démonstration du livre, dans les années 80, il y a une reconfiguration, alors de tous les partis d'ailleurs, tous les partis politiques à la fois existent et persistent. On a un parti socialiste qui existe et persiste, mais il se redéfinit. Dans ces années-là, les années que je vais vous présenter, ce sont des années où il va y avoir une transformation du système partisan, et pas forcément, c'est pas la déflagration qu'on a connue il y a un an avec Macron et je dirais tout ce qui s'est disloqué autour du mouvement de Macron, mais il y a déjà en germe un certain nombre de phénomènes qui vont apparaître par la suite et qui vont travailler le système partisan. Donc c'était l'idée assez générale. Alors, c'est venu d'un colloque. Là aussi, forme un petit peu à l'ancienne. Je dis à l'ancienne parce que, là aussi, pour arriver à un livre,
différentes manières. On peut faire donc voilà des rapports. En gros, c'est des rapports de recherche qu'on améliore et qu'on fait en mieux, et on essaye d'en faire un bouquin. Là, c'était plutôt un colloque, et dans ce colloque, c'était donc en 2015, en novembre 2015. Les coordinateurs, on était 3 en fait. Hein. Il y avait aussi Jacqueline Saint-Clivier à l'époque. Donc Jacqueline Saint-Clivier, Gilles Richard et moi-même. Et ça, je tiens à le préciser aussi, parce que donc moi, j'étais en sciences politiques, mais j'étais quand même l'outsider de l'affaire. Et l'outsider de l'affaire, parce qu'entre-temps, Gilles Richard était parti au CERIO, donc un laboratoire d'histoire. Oui, Gilda Opine. Donc, voilà, donc il y a quand même des histoires institutionnelles et organisationnelles derrière. Donc, ça veut dire aussi que du coup, c'était une association entre 2 laboratoires. C'était aussi une association entre 2 laboratoires sur un objet de recherche particulier, qui est l'objet de recherche qui est quand même, voilà, qui est lié à notre laboratoire, c'est-à-dire à la fois l'histoire des idées politiques, l'histoire des partis politiques, des mouvements politiques. Et là, Christian Lebart et moi, on fait partie des vieux guerriers, c'est-à-dire que au début, tout au début, on va parler comme les anciens, mais le laboratoire, c'est quand même forgé. Alors maintenant, il y a des tas d'objets, et ils sont tous plus fascinants les uns que les autres, mais au départ, on était quand même autour des questions politiques. Donc, c'était aussi pour faire tenir cette idée-là de, à la fois sciences politiques, histoire de la vie politique. Et le fait que Gilles Richard, bon après il y a eu des trajectoires, puisque maintenant vous voyez sur la couverture que nous appartenons au même laboratoire à Rennes, tout simplement parce que l'histoire contemporaine, qui était initialement au CERIO, je dirais, s'est détachée du CERIO pour rejoindre nos rangs il y a 2 ans. Alors tout ça, ça paraît, surtout pour les plus jeunes, bien rébarbatif, mais ça explique aussi pourquoi on fait de la recherche ensemble en fait, hein, parce que il est vrai que c'est des appétences quand même qui font qu'il y a des chercheurs qui vont arriver dans un laboratoire plutôt qu'un autre. Donc à l'époque, en 2015, on fait un colloque, et autour de ce colloque, c'était l'idée, c'était pas le même titre, parce que nous on est pareil que les autres, l'éditeur a changé le titre, a changé le sous-titre, enfin tout a été, on a quand même les mêmes mots-clés, donc ça va. On a gardé surtout alternance et première cohabitation et vue des régions. Parce que l'autre point important, et qui fait partie aussi de l'ADN un petit peu du laboratoire, c'est la vie politique, comme on dit, vue par le bas. Alors le bas, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin en tout cas les régions, les collectivités territoriales. C'est aussi, là pour le coup, à la fois de la science politique, parce qu'il y a aussi, je vais en parler, des contributions de sciences politiques, mais aussi des contributions d'historiens qui vont travailler beaucoup sur des monographies et au local. Donc là, je ne peux pas les citer tous, mais il y a il y a quand même 22 chapitres. Généralement, 22 chapitres, c'est énorme, mais assez court à chaque fois. Ce sont des cas, et ce sont ce qu'on appellerait des monographies, c'est-à-dire que à chaque fois, c'est situé, à chaque fois, on voit ce qui va se passer, soit sur la question de l'alternance, soit sur la cohabitation, dans des terrains très particuliers. Donc ça, c'est un petit peu le projet minimal. Enfin, je vous explique un petit peu d'où ça vient quand même. Alors, autre point, et là, parce que je suis politiste, alors si j'avais fait une présentation avec Gilles Richard, je ne sais pas si tout le monde connaît Gilles Richard dans la salle, non, pas tout le monde, pas pour les plus jeunes en tout cas, parce qu'il y a souvent, une rivalité entre sciences politiques et histoire. Lui, il rappelle bien, moi je suis historien, et moi c'est de l'empirie, et moi c'est des histoires vues au local, et vous les politiques, ça part jargonner, vous faites pas grand-chose, et vous nous apportez rien. Donc, il fait ça évidemment de cette manière qui est là pour nous titiller, mais c'est vrai que du coup, nous les politistes, et moi je le dis clairement, j'ai utilisé juste par, je dirais, bribes, puisque voilà, moi j'ai coordonné et puis aussi conclu ce travail, cet ouvrage. Moi qui étais nourrie, je dirais, à la sauce Michel Auferlé, à la sauce sociologie bourdieusienne, etc., je me suis réfrénée. Parce que j'étais sur des terres historiennes, donc même si j'ai fait un petit peu ma maligne à la fin en disant que quand même ces historiens, ils auraient pu quand même travailler sur ceci ou cela,
Vous voyez, j'étais l'outsider, donc ça veut dire que j'ai pas trop ramené mon jargon, etc. Même si, hein, par exemple, la contribution, alors il y a des contributions de politique, c'est notamment Xavier Crétier, qui d'ailleurs, lui parle effectivement, je dirais, avec les outils de sciences politiques qu'on connaît sur les questions de violence, et là c'était donc aussi l'expression politique qui est très particulière, celle des Corses, donc là pour le coup il réutilise les outils de la science politique. Donc dans cet ouvrage aussi, si vous êtes lecteur, l'intérêt, moi aussi je vais le vendre quand même ce bouquin, qui est à 24 €, et je n'ai pas le PDF, si vous le lisez, bon, l'intérêt, c'est vous pouvez lire, je dirais aussi, bon voilà, des monographies, savoir aussi qu'il y a des contributions de politistes qui vont avoir donc plutôt tendance à être dans un univers, je dirais, d'outillage théorique que vous connaissez un peu mieux, que malgré tout, comme on était des politistes dans un environnement d'historiens, parce que c'était vraiment un colloque d'historiens, on s'est un peu réfréné aussi en n'allant pas forcément aussi loin dans l'appareillage théorique. Et alors, c'est une contrainte, et moi je préfère le dire aussi, parce que c'est ça aussi, hein, la pluridisciplinarité ou l'interdisciplinarité. Quand on parle pluridisciplinarité, y compris en sciences sociales, il faut savoir qu'on a beau dire de loin, je dis de loin, surtout des sciences dites, en tout cas pas sociales, oh ben vous les historiens et les politistes, vous pouvez travailler ensemble. Ouais, on peut, mais enfin en même temps, il ne faut pas quand même parfois, ça grippe aussi parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes façons de faire. Donc nous, les politistes, on a sans doute été un petit peu réfrénés par ça. Par contre, la plupart des terrains, nous on appelle ça des terrains. Là, Gilda, peut-être qui est là, me dira autre chose pour les historiens. Vous, les historiens, vous travaillez les archives. Donc, sur la base soit d'archives, soit de terrain, le rapport à l'objet fait que quand même, c'est ce qui fait l'intérêt du bouquin, c'est qu'à chaque fois, c'est très vivant parce qu'il y a des situations, parce qu'on raconte un peu, je dirais, la vie au local, et on voit la vie au niveau soit des régions, soit de situations particulières. Alors, au-delà de ça, ce que je voulais ajouter, c'était que, donc au-delà de cet aspect-là, c'est que on revient à la politique locale. L'idée de nous deux, hein, Gilles et moi, c'était aussi d'essayer d'observer ces phénomènes d'alternance, moins la cohabitation, évidemment, sauf que la cohabitation avait sa représentation, et puis il y a eu quand même des élections, hein, puisque c'est quand même notre corpus, enfin le corpus surtout des historiens, ce sont les élections. Hein. C'est d'observer aussi comment ça s'est produit dans les régions, et comment ça a transformé parfois les réseaux, y compris les réseaux partisans. Comment il y a des réseaux partisans, alors je parle rien que pour le Parti socialiste, qui vont se reconfigurer. Donc là, bon, je vous renvoie, à chaque fois je ne cite pas les chapitres auxquels ça renvoie, mais vous avez de nombreuses situations où on observe que, voilà, le Parti socialiste, au niveau national, on sait très bien qu'à 84, voilà, ça y est, c'est la fin de l'union de la gauche, en gros, on renonce au programme commun, etc. À ce moment-là, il y a une recomposition aussi, et qui est d'ailleurs très en faveur, par exemple, du système ou du réseau partisan socialiste breton. Parce que le système partisan breton, qui était porté par des réseaux notamment rocardiens, et qui préfigure beaucoup de choses actuellement sur le Parti socialiste d'ailleurs, hein, parce que ça a toujours des effets de structure, d'une certaine manière à bénéficier, alors qu'il y a dans d'autres endroits, d'autres bastions socialistes, qui étaient beaucoup plus francs-maçons, républicains et sans doute plus radicaux sur certains aspects, ils vont se retrouver beaucoup plus en difficulté, parce que il y a vraiment là un moment idéologique et programmatique qui remettent en cause les réseaux partisans. Donc ça, je vous donne quelques informations que vous pouvez retrouver en détail à chaque fois dans des cas assez concrets. Deuxième point aussi, c'est l'apparition à cette époque-là d'un échelon qui apparaît, c'est l'échelon régional. Enfin, c'est le fait qu'il y a des élections régionales. Ça a intrigué, et c'est pour ça qu'on parle des régions.
Là, on n'a pas fait parce que, voilà, ça avait été déjà fait ailleurs. Il y avait même eu un colloque, là, du coup, je regarde Marc Rousseau autour de c'est la question de la région, de l'apparition de la région. Nous, c'est beaucoup plus en socio-histoire, finalement, ou de l'histoire. C'est voir comment ces élections régionales, je dirais qu'à la fois, évidemment, ça vient des lois sur la décentralisation, etc., mais à la fois, quand même, ça va bouger le système partisan local, et en particulier là aussi, redéfinir parfois des alliances et avoir des effets à long terme, parce qu'on voit par exemple un trublion qui arrive, et notamment dans le sud-est, qui est le Front National. Le Front National apparaît, alors il apparaît pas que là, il apparaît aussi au municipal, etc., mais on observe que là il y a une contribution notamment sur ces points-là, où il montre que, voilà, les listes se composent, il y a aussi une forme de droite qui était plutôt conservatrice, pas forcément FN d'ailleurs, mais qui va se retrouver prise par cette nouvelle offre politique qui apparaît avec, avec un nouvel ancrage. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du fait que, voilà, il y a des archives à la fois qui sont souvent des archives liées, enfin c'est typiquement à la sociologie électorale, hein, des élections, etc., mais souvent des monographies assez fines, par exemple des transformations qui sont déjà à l'œuvre, notamment les campagnes du sud-est, du côté Luberon et autres, où on voit aussi des transformations non seulement électorales, mais aussi sociales, c'est-à-dire le fait que dans le sud-est, alors on parle d'un phénomène que nous, et surtout pour vous les plus jeunes qui paraît très loin, c'est l'arrivée du TGV. Or, le TGV, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'arrivée aussi. Alors, à l'époque, on ne les appelait pas les bobos, on appelait ça plutôt la gauche caviar, c'est le mot de l'époque, qui arrivent dans le Luberon, rachètent de l'immobilier, ont aussi des modes de vie qui n'ont rien à voir avec le monde rural de ces espaces-là, et bouleversent aussi les représentations, et commencent à avoir des effets. Alors, on voit que c'est à l'œuvre, c'est dans les années 80, c'est juste à l'œuvre, c'est pas encore stabilisé, mais le phénomène par exemple donc, du FN qui commence à s'ancrer et qui a comme par hasard, les bastions contemporains commencent à être identifiés dès l'époque, apparaissent dans ces années, autour des années 84-88. Bon, l'apparition de l'échelon régional, oui, j'ai oublié de le dire aussi tout à l'heure, je crois que c'est ce matin, c'est Claude Martin qui parlait, il y avait un héritage dans la politique familiale, ou du moins une certaine politique familiale, une représentation de la politique familiale, je dirais des relents vichistes. Là, la région avait aussi, l'échelon régional devait lutter parfois, ou était pris parfois, ça dépendait, des régions justement, soit comme une opportunité lorsque c'était la Bretagne ou autre pour refaire un revivalisme régional, mais dans d'autres, ça n'a pas été, je dirais, simple, puisque les régions avaient quand même en héritage aussi l'idée que ça sortait de l'époque, du régionalisme vichysois. Donc ça a été ce qui est intéressant aussi dans le bouquin, c'est que par petites touches, on observe que ça n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. Alors, c'est ce que moi j'ai appelé dans la conclusion l'expérimentation d'un nouveau système, parce qu'à ce moment-là, donc, il y a déjà l'expérimentation de nouvelles élections, expérimentation d'un échelon nouveau, et l'apparition de forces politiques. Alors, dans les forces politiques, je vous ai cité le Front National, il y a une autre force qui est apparue aussi, et là, il y a un chapitre de Martin Siloret, sur, on a quand même un tropisme breton, quoi qu'on dise, hein, quand on dit les régions, il y a quand même pas mal de papiers sur le Grand Ouest. Hein, Après, toutes les régions ne sont pas égalitairement représentées, mais qui montrent aussi l'apparition et surtout la structuration de cette offre partisane, qui apparaît aussi, parce que je vous rappelle que le Parti vert se structure en 84. Et aussi à l'époque, dans son imaginaire électoral, même s'ils ne savaient pas trop qu'est-ce qu'ils allaient faire avec toutes ces élections, eux, l'échelon régional, ils le trouvaient assez parfait, justement à cause de la proportionnelle, et aussi l'échelon européen.
parce que déjà, ils y pensaient, hein, l'échelon européen. Donc, c'était déjà les échelons. Et comme par hasard, les échelons qui perdurent, puisque actuellement, on sait bien que les groupes écologistes sont les plus forts, entre guillemets, au moment de ces élections. Alors, autre point, maintenant pour revenir, puisqu'on est quand même les années Mitterrand, c'est quand même derrière, il y a une force politique qui est importante, c'est le Parti socialiste. Donc je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais c'est le moment où il y a vraiment une rupture. Et dans cette rupture et ce revirement-là, évidemment, là c'est surtout assez visible en Normandie. Et selon, pareil, hein, les contextes locaux, le Parti socialiste, parfois, je dirais, vont mieux s'enraciner, parce qu'ils s'enracinent justement sur une nouvelle offre politique, parce que l'offre politique se transforme, mine de rien, y compris au local. C'est-à-dire, on ne s'adresse plus aux classes populaires, pour dire vite, et on s'adresse plus aux classes moyennes, et on s'adresse aussi sur d'autres registres d'offres politiques. Et parallèlement, l'allié d'avant, c'est-à-dire le PC, va peu à peu, et là c'est l'érosion, c'est la période où vraiment il y a l'érosion du PCF qui apparaît. Et parallèlement, alors j'aurais pu vous expliquer tous les chapitres, enfin il y a les chapitres et des parties. Alors il y a une partie où on ne parle pas franchement du Parti communiste, mais la 5e partie, lutte sociale et restructuration économique. Ce sont à chaque fois, on parle du plan acier en Lorraine. Alors on parle quand même, François Prigent parle effectivement de la gauche en conflit en Bretagne. On parle un peu partout des bastions ouvriers et de la désindustrialisation qui s'amorce. Et donc à chaque fois, l'idée aussi, alors soit vraiment centralement on parle de la gauche, enfin je dis les auteurs parlent de la gauche, soit ils n'en parlent pas forcément, mais là, ça veut dire aussi, peu à peu, les bastions ouvriers, et surtout les plus emblématiques, connaissent alors leur plan, et surtout, par exemple, la Lorraine. La Lorraine qui a été, au début du septennat, pratiquement préservée. Non, jamais on touchera, à ces industries, et puis, en gros, on lâche. Et au milieu des années 80, il y a des moments, liés aussi au contexte, à la mondialisation, qui n'est jamais évoqué dans le livre. Et ça, ça fait partie peut-être des limites du livre, mais qui en fait est déjà à l'œuvre, puisqu'on sait bien que le plan acier, c'est par rapport à plein de... c'est pas que des paramètres nationaux. Donc, à ce moment-là, il y a vraiment une reconfiguration aussi des forces politiques, et surtout... pour le rappeler, le PCF ne fait que 10% au suffrage aux élections européennes en juin 84, et c'est, je dirais, l'amorce vraiment de l'effondrement du PC. Alors, parallèlement, ça c'est plutôt soit Gilles, soit moi qui l'avons évoqué, ça fait partie d'un regret. C'est que on le remarque notamment sur les mobilisations. Alors là, c'est pour ça peut-être que parce qu'on a le tropisme dans soit la sociologie, soit l'histoire des mobilisations, parce qu'il y a un historien qui travaille aussi sur les mobilisations. Il y a eu deux papiers en histoire sur les mobilisations. On ne peut pas faire abstraction à l'aspect médiatique. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, il n'y a pas un gros développement sur l'aspect médiatique. Par contre, les grosses mobilisations de l'époque, 84-88, les deux grands moments de mobilisation, c'est autour d'ailleurs des questions éducatives, finalement, puisque c'est autour de la question de la mobilisation en faveur des écoles dites libres, enfin en tout cas des écoles privées. Et là d'ailleurs, grand choc, et c'est en 84, grand choc, je dis notamment en Rennes et notamment en Bretagne, parce qu'on se rend compte, il n'y a jamais eu une grande mobilisation depuis 68, il n'y a jamais eu autant de monde dans la rue, mais c'est une mobilisation de droite et c'est une mobilisation catholique. Et ça, et là pareil, l'historien rappelle ça, rappelle justement les coupures de journaux, rappelle combien ça avait été une déflagration, y compris à gauche. Enfin, je veux dire, les mobilisations, c'était dans la tête, on était à post-68, on avait en tête aussi des mobilisations, soit écologistes, antinucléaires, ou des mobilisations de différents types, mais là, c'est une mobilisation de droite. Et ça, c'est aussi un moment qui a été, qui est expliqué aussi. Alors, ce qui est intéressant, parce que c'est un historien, il a été voir aussi
d'une manière assez précise comment a été organisée cette mobilisation et les réseaux qui ont été activés. Et aussi donc l'impact médiatique. Et attention, et c'est pour ça que je posais la question à Christian tout à l'heure, le fait aussi qu'il y a une vraie réflexivité déjà à l'époque sur l'impact médiatique. C'est-à-dire, on réfléchit au slogan, on réfléchit à comment on va faire, comment on va s'installer auprès de à Montparnasse, c'est comme par hasard à Montparnasse, parce qu'il y a en fait, il n'y a pas que des mobilisations, manifestations, il y a aussi des occupations. Moi, j'avais oublié, enfin, je ne me rappelais pas du tout qu'il y avait ce phénomène-là, sur le parvis de Montparnasse. Donc, c'est un moment, voilà, c'est un moment où il y a une rupture de tonalité. Alors, deuxième point, c'est l'autre mobilisation. Alors là, j'étais actrice, donc c'est assez intéressant de voir les papiers des historiens sur un phénomène que vous avez vécu un peu, c'est-à-dire la mobilisation contre la loi de Vaquet en 86. Et, bah oui, hein, ça remonte, hein, Marc. Je sais pas, donc, moi, j'étais étudiante. Mais donc, à cette époque, là aussi, une mobilisation qui réfléchit à l'impact médiatique, mais aussi une mobilisation qui a, je dirais, un timing et une manière de faire qui se différencie selon les lieux. Donc c'est pour ça qu'il y a deux papiers, et on voit bien que la mobilisation rennaise, par exemple, n'est pas la même que les autres. Enfin, il y a donc des différences en termes de mobilisation, mais aussi un tempo, parce que là aussi, alors pour les plus jeunes, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, sauf ceux qui vont à Rennes 2 et qui... Voilà, il y a un amphithéâtre à son nom, c'est Malik Oussekine. Et là, ça a aussi une autre déflagration, parce qu'il y a un mort, en fait, hein, il y a un jeune étudiant qui meurt, et déflagration, je veux dire au sens où c'est à ce moment-là que est née, et là c'est pour ça les années Mitterrand, naît l'idée de ce qu'on appelle à l'époque la génération Mitterrand, la génération morale. Et ça se passe à un moment, donc là je reviens à mon thème, la cohabitation, c'est-à-dire à un moment où, là aussi c'est une expérimentation, puisque c'est ce que je dis en conclusion, on est dans l'expérimentation, parce qu'on n'avait jamais fait ça, la cohabitation, c'est-à-dire un président de gauche avec un gouvernement de droite, qui était quand même avec un Premier ministre, donc ce qui était Chirac, avec un ministre de l'Intérieur, les plus jeunes n'en s'en souviennent pas, mais qui est Charles Pasqua. Donc regardez ce soir les vidéos si vous voulez voir. C'est quand même intéressant, Charles Pasqua, quand tu parles des émotions, Charles Pasqua, c'était de l'émotion. Donc, et à cette époque, il va y avoir un moment donc, de construction de ce qui va, alors puisqu'on s'arrête en 88, à un moment où justement Mitterrand, alors la gauche commence à se disloquer, le FN apparaît, l'union de la gauche, voilà, PSPC, c'est plus la, voilà, ça peut plus fonctionner. Le PS est en train de se redynamiser sur de nouvelles manières de se dire en fait, hein. Et ça va tourner sur la génération dite morale, la génération Mitterrand, et cette génération Mitterrand qui va être le fer de lance de la future, de la future élection de Mitterrand, parce que Mitterrand, il faut qu'il refasse, enfin. On ne savait pas au début de la période, mais il va en repartir pour un tour. Et là, c'est plus du tout le même PS. Et c'est un peu, voilà. Donc, moi, je dis de manière un peu, voilà, je fais mon historienne. J'explique aujourd'hui l'histoire. En tout cas, ce qui est important, et même peut-être pour nous, je dirais après, quand on fait du contemporain, c'est-à-dire la sociologie des partis politiques, des mouvements sociaux, eh bien, c'est qu'à ce moment-là, il y a quand même il y a eu des... Moi, j'appellerais, alors Gilles Richard dirait tu jargonnes, mais moi, j'appelle des ruptures de cadrage. Oui, parce qu'il déteste, même rupture de cadrage, il serait déjà sur ses ergots en disant tu fais de la science politique. Donc, rupture de cadrage, assez important, et aussi, voilà, une reconfiguration, même des bases électorales. C'est à ce moment-là aussi que naît un mouvement, enfin à peu près, il y a les premières marches des beurs et la question du racisme apparaît, enfin racisme, antiracisme apparaît et emparé par SOS Racisme, puisque SOS Racisme va devenir le pendant, je dirais, du Front National, et aussi une grande machinerie mitterrandienne pour faire en sorte que, voilà, dynamiser cette période. Il y a un très bon papier, par exemple, sur aussi Mitterrand, qui commence, alors là c'est un peu pour toi, Christian, qui commence justement à être non seulement un sphinx, mais à être d'une manière très inspirée, à représenter et à s'enraciner dans un terreau.
et c'est la Nièvre. Il y a un très beau papier sur Mitterrand et la Nièvre, où justement il y a du discours, mais pas que du discours, parce qu'il voilà, il s'enracine, il voyage, il vient, vous voyez, et où il va jouer, je dirais, à l'enracinement dans le local, et le fait qu'il faut, voilà, Mitterrand et la Nièvre, je trouve que c'est un très beau papier sur comment, alors c'est vraiment vu par l'historien, donc toi Christian, tu aurais vu peut-être autre chose, tu aurais analysé différemment, mais comment à un moment aussi, Mitterrand a voulu s'enraciner, voilà, voir, et puis alors, attention, comme il était président, je veux dire, c'était pas non plus la même connotation. Donc voilà, j'explique au moins ça. Pour terminer, moi je trouve que c'est un moment, alors c'est pas d'ailleurs que enfin moi je vois de l'intérêt pour la science politique, mais Gilles alors est beaucoup plus radical que moi en disant on peut rien comprendre à ce qui se passe et surtout ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire la reconfiguration du PS et de ses forces et bref une transformation structurelle de l'enracinement du Parti socialiste sans comprendre ces années-là. Moi, je suis peut-être un peu plus prudente, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les agendas politiques, c'est à ce moment-là que la question de la sécurité apparaît. Et là, c'est par exemple Maël Moalik qui travaille sur les quartiers les quartiers de banlieue rouge, où ça y est, il y a des jeunes qui arrivent, mais les jeunes, ça y est, c'est plus tout à fait les jeunes. En fait, on parle plus des jeunes, on parle vraiment des migrants, enfin on parle des migrants, on parle des beurs, et c'est eux qui font problème, et c'est quand même pourtant dans un quartier de gauche, populaire, etc. Donc c'est à ce moment-là aussi le Parti communiste est interpellé sur cette question-là, donc ça c'est la grande thèse de Maël sur les questions aussi de rapport voilà, à la fois au populaire, mais aussi à la complexité du populaire à cette époque-là, parce qu'il faut représenter le populaire, entre guillemets, je dis beaucoup de guillemets, de souche, et ceux qui sont d'origine, en tout cas, de descendants migrantes. Donc ça, voilà, il y a cet agenda-là qui apparaît. Et l'agenda aussi de la désindustrialisation, et qui fait que certains maires, et notamment des maires de petites communes, deviennent des maires entrepreneurs. Ça aussi, c'est une notion, peut-être vous avez entendu parler, c'est-à-dire leur obsession, d'ailleurs, ils savent que pour gagner les élections, il faut qu'ils attirent une nouvelle entreprise. Et ça devient sur leur agenda, quoi. C'est pas, maintenant c'est fini, enfin ils vont parler d'autre chose, mais c'est l'agenda, c'est l'emploi. Et ça va devenir vraiment, surtout évidemment dans les communes où la désindustrialisation entraîne un chômage de masse, etc. Ça devient l'agenda vraiment du maire. Donc je pense que c'est une période intéressante parce que voilà, des problèmes qu'on rencontre continuellement et qui maintenant ils se sont développés. En tout cas, à ce moment-là, on voit les prémices de ces phénomènes. Voilà, j'ai fini pour la présentation. Merci beaucoup.